Je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que ces politiques publiques de lutte, de sortie de la violence sont des politiques publiques ordinaires, c'est-à-dire que souvent elles prolongent des choses que des experts internationaux un peu incompétents parfois, mais aussi des personnes qui ont des compétences professionnelles, tirent de mondes qui n'ont rien à voir avec la violence. Et je voulais juste là encore finir avec un exemple pour attirer votre attention sur les effets pervers de ces routines amenées d'ailleurs. J'ai travaillé sur des commissions de vérité et de réconciliation, et notamment sur la commission sud-africaine qui a été présentée ce matin comme un beau modèle. C'est une commission qui a été très préoccupée du soin aux victimes, de l'attention aux victimes, de la douceur. On a allumé des bougies, on a chanté des chansons, on a placé derrière chacune de ces victimes, lorsqu'elles témoignaient, une personne qui les accompagnait, les rassurait, encourageait leur prise de parole. Et ces personnes étaient des psychologues. Ce qu'on utilise dans ces circonstances-là, ce sont des techniques psychologiques ordinaires qu'on applique aux États-Unis à des couples en désaccord, qu'on applique aux États-Unis ou ailleurs à des relations de voisinage compliquées. Quand on fait cela, dernière phrase, quand on fait cela, on fait quelque chose de très bon, de très doux à l'attention des victimes, mais en même temps, on leur impose à ces victimes de parler un langage de la plainte, un langage de la douleur morale, même lorsqu'elles ont envie juste de dire voilà ce que j'ai perdu, je veux qu'on me rembourse ma maison, ou lorsqu'elles veulent dire je suis en colère politiquement et je voudrais dénoncer. Il me semble là qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent dans ces approches. Et je rejoindrai là pleinement les remarques de Sandrine sur le fait que ces politiques en réalité sont conflictuelles, il s'agit en réalité de politiques conflictuelles, et que par ailleurs elles font l'objet d'appropriation de la part des acteurs. Et je voudrais souligner tout d'abord quelques points, à savoir un certain nombre de limites dans ces approches, d'apories dans cette conception de la réintégration, qui prend souvent un autre vocable, qui est celui de la civilisation. Alors c'est Max Bernal qui a introduit cette notion. Alors on a parlé hier de notions comme le désengagement, la déradicalisation, évidemment, mais aussi la réintégration. La civilianisation est une autre composante de ces politiques d'après-guerre destinées aux combattants, et souvent elle recèle un certain nombre d'apories, de mauvaise compréhension des situations que l'on a pu parfois, qui peut être présente parfois dans les programmes de déradicalisation, dans les objectifs de déradicalisation. Alors parmi les principales apories de ces programmes de désarmement, démobilisation, il me semble qu'il y a le fait d'une tentation de la page blanche, c'est-à-dire qu'on fait comme si le conflit n'avait pas eu lieu et on s'efforce de rompre pleinement avec le conflit armé qui a précédé. But I would say that that's more, I think, the theory of what these memory projects can accomplish, and what our group, drawing on experiences in a number of places in different time periods, pointed toward are how these projects work in practice. And the way that they often work in practice causes as many problems as they solve. And so I've already indicated what some of those concerns are, but number one, these are projects that can reinforce divisions and cleavages in society. If you think about violence fracturing societies, a lot of memory projects end up contributing to the idea of separate histories, of categories of victims and categories of perpetrators. And in that sense, that they can reinforce the cleavages they're meant to overcome. Memory projects similarly can become a tool of power, and therefore can reinforce power. They're often used to promote a particular version of history.